Faso est revenu sur la Côte d'Ivoire. Le PPACI, un parti irresponsable, un parti qui ne s'assume pas. Le PPACI est un échec pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le monde l'a constaté qu'après Gbagbo, le PPACI va mourir de sa belle mort. Et la preuve, vous venez de voir où la lettre de M. Ibrahima Ziki sur la toile, où il demande pardon à Madame la présidente du Conseil constitutionnel et à tout le gouvernement. Nulle part dans la lettre de Ziki, il a demandé pardon au président Alassane Ouattara, ce qui veut dire que ce n'est pas Alassane Ouattara qui contrôle la justice. La justice, elle est indépendante, elle fait son travail comme il veut, comme elle peut. Et donc, j'aimerais ici dire à M. Ziki que malgré le pardon, la justice va faire son travail. Nous, on n'a rien à voir dedans. Voilà. Et donc, on va parler de l'échec et de l'irresponsabilité de ce PPACI qui a adopté la stratégie de Jane Chat en alliance avec Guillaume Soro et les pays de l'AES. Allez-y regarder le PPACI Relais, vous verrez qu'ils sont en train de faire de la propagande sur leur page en soutenant même l'Iran, en publiant des fake news et la désinformation. Alors, on va parler de leur stratégie de 2025, comment ça a été préparé et comment nous aussi nous sommes préparés pour bien évidemment faire échouer cette stratégie de coup d'État. Alors, je salue ici le stratège depuis sa position. Je salue ici tous les activistes, tous les militants du RHDP. Et dans mon introduction, on va écouter M. Gbagbo, le plus vaurien, le plus nul des politiciens de Côte d'Ivoire. Oui, Gbagbo, Aboudraman Tiani, ce sont les deux vauriens de la politique. On leur pose des questions sur ce qu'ils ont déjà réalisé, quel est leur bilan. Ils vont ailleurs, ils tapent partout. Alors, c'est à cause de l'échec de Laurent Gbagbo qu'aujourd'hui, certains activistes se sont retrouvés dedans et certains sont en train de demander pardon parce que Gbagbo, il ne faut rien en politique, il est nul. Il a fallu qu'il compte sur Guillaume Soro pour préparer la même stratégie, pensant pour lui faire tomber le retour du RHDP. Voici des gens qui cherchent à déstabiliser le régime du Prado et ils échouent et ils viennent pleurnicher. Ils font croire qu'il y a la dictature en Côte d'Ivoire et qu'on ne peut pas s'exprimer comme dans les pays de l'AES, alors que on leur a donné le plateau télé, on les a donné l'opportunité de venir dérouler leur programme de gouvernement. Ils n'ont pas été capables d'apporter quelque chose aux Ivoiriens. Donc, ils étaient dans leur stratégie de coup d'État. Et on a vu venir de loin. Je salue ici le ministre de la Défense, je salue le président de la République, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Sécurité qui ont réussi à faire échouer ce plan machiavélique de PPACI. Je salue encore ici le général d'armée, M. Doumbouya. Merci beaucoup à vous. On écoute Gbagbo et puis on revient. Il faut qu'on sache que notre détermination est nette, est claire. Il n'y aura pas de quatrième mandat. Que Dabassi soit vrai. Notre détermination est sans faille. Alors, pour nous rouler, pendant qu'ils annoncent ça, ils arrêtent nos camarades. Ils arrêtent des militants du PLCI, ils arrêtent des militants du PPACI, ils les mettent en prison. Ils croient que nous sommes les couillons, quoi. Ah bon? Comme ça, on va laisser le quatrième mandat là, pour aller négocier, pour dire non, libérer Lida Kwasi Moïse, libérer tapoter, partager, libérer ceci, libérer cela, et puis on va se perdre là. Non! Eziki, ce message est pour vous. Laurent Gbagbo dit que nous, on pensait qu'ils allaient laisser
le 4e mandat en se concentrant sur votre libération? Non. Et il a dit, M. Gbagbo, il pouvait faire les deux en même temps. Non! On a compris ça, hein? Ah bon? On a compris ça. D'accord. On a compris ça. On a compris ça. Dans nos amis qui sont en prison, je voudrais leur dire notre appui, notre soutien. Nous les soutenons fort. Nous sommes avec eux. Ok. Partagez ta Et beauté. nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'ils soient libérés. Mais, nous ne lâcherons pas le 4e mandat pour leur libération. Ah, d'accord. Comme lui, il ne fera pas le 4e mandat, et ils seront libérés bientôt. Là, il faisait allusion à un coup d'État. D'abord, ils ne vont pas négocier leur libération et le président Ouattara ne fera pas un 4e mandat et eux, ils seront libérés bientôt. Allez-y demander les comptes à Gbagbo. Où en sommes-nous avec la lutte du 4e mandat? Mais qui a trompé ce monsieur? Ah bon? En lui faisant croire qu'il pouvait venir comme ça et puis dire un coup, Amadou Go est décédé, donc je suis obligé de faire un 3e mandat. Et puis deuxièmement, il vient, bon, voilà, il faut, comme il y a la paix, je travaille bien, oui. Non, qui lui a dit ça? Qui lui a dit ça? Qui lui a dit ça? C'est Doi. C'est Doi. Eh Ziki. Le gars, il t'a mis dans le pain, hein? Qui lui a dit ça? Pourtant, tout ça, il n'y avait rien derrière. Celui qui lui a dit ça l'a blagué. Hein? Parce que il faut qu'il sache que le 3e mandat, c'est illégal. Mais comme c'est déjà fini, oui, il n'a qu'à se contenter de le finir. Mais il ne faut pas rêver, il ne faut même pas rêver, même pas. Tapotez les gars, tapotez. Non, 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 non. Non, 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 non. Voici un parti irresponsable. Pour lui-même. Un parti irresponsable. Faut pas rêver. Il est touché là, souvent aussi là. Voilà, il parle comme ça. Sinon, c'est un gars normalement, il ne parle pas comme ça là. Donc, vraiment, on m'a dit ça. Faut pas rêver. Donc,
Voici un parti irresponsable. Oh Père. Pour lui-même. Oh petit Ziki, tu t'es vendu. Pour ses soutiens locaux. Ici. Ziki, tu t'es vendu cadeau. Et puis pour ses soutiens extérieurs. Ziki, oh Ziki. Eh, Wayataba. Pour être sûr de faire son 4e mandat. Ah, Ziki. Comme président du PDCI. Ziki, voilà dans quoi tu t'es mis. Babo Laurent, président du PPACI, est écarté de la liste. PPACI, un parti de Dabashi et de Vauriens. Tous nuls. Soro Guillaume est écarté de la liste. Mais qui lui a dit ça? Voilà. Nous faisons de la sensibilisation ce soir, afin de dire aux jeunes qui n'ont pas connu Babo en 2030 de ne plus risquer leur vie pour un vieux ingrat, pour un vaurien. Les deux partis. Ne risquez pas vos vies pour PPACI. Ils ne peuvent rien créer. Leur candidat. Il vous a induit en erreur, il vous a tous trompés. Et puis la vie est belle pour toi. Hein? D'accord. La vie est belle. Non. Non. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas un parti de Dabashi et de Vauriens. Il n'y aura pas de 4e mandat. Ah bon? Il n'y aura pas de 4e mandat. Ah bon? Il n'aura pas de 4e mandat. Est-ce que vous êtes sûr, M. Babo? Personne ne t'a obligé à être dans la lutte. Oui. C'est toi-même que tu étais un homme bavard. Jamais l'histoire ne doit retenir de toi que tu étais un homme qui n'assumait pas. Babo, c'est maintenant. Si Ouattara il doit te tuer. Il faut que pour ce fait, tu te détaches de toutes les intrigues et les intrigants qui sont autour de toi. Personne ne t'a obligé de la haine. Tu allais voir Betty à Gaouko et tu as dit cette phrase que je retiens encore. Les gens veulent que j'arrête la politique. Mais moi, Babo, je ne peux pas arrêter la politique. Attends, c'est toi qui l'as dit. Attends, comment on dit? Attends, c'est toi qui l'as dit que personne ne peut arrêter la politique. Mais on conçoit, on observe que les intrigants autour de toi, les Stéphane Kipré, les Danon Dédé Sébastien, les Abiba, toute la galaxie, le Gotham de l'UNG et des parvenus de la dernière heure, la dernière pluie, là. Tout cela, ils sont en train de t'empêcher d'entrer dans ta gloire. À quoi ressemblera ta vie, Laurent Gbagbo, si Ouattara reste au pouvoir? Quelle sera la conclusion de ta lutte si Ouattara reste au pouvoir? Comment les Ivoiriens te regarderont si Alassane Ouattara reste au pouvoir? Merci beaucoup. Si Ouattara doit te tuer, qu'il te tue maintenant. Il te faut sortir. Tu dois parler à ton peuple. Tapoter. C'est Glisio. Tout ce qui est fait, ça et là. Tapoter, c'est Glisio. Je n'ai pas eu affaire de Tamara Pouchas. Ils sont trop petits. Tapoter, le pauvre petit Il n'y a Ziki. que toi seul. Laurent Gbagbo, il n'y a que toi et toi seul. Oui. Pour donner de la voix, pour libérer la Côte d'Ivoire. Tous les intrigants qui sont autour de Gbagbo. Toute la galaxie de l'UNG là, vous qui traînez là, vous qui êtes dans le petit test là, les cérémonies.
Il n'aura pas toute votre bande là. Toute votre bande. Je vous interpelle maintenant. Je vais afficher vos visages pour que les Ivoiriens vous identifient. Les intrigants. Vous qui êtes là. Tapoter, partager. Les six bicots. Voilà. Si Laurent Gbagbo ne parle pas ce week-end, s'il ne parle pas maintenant, qu'il se taise à jamais. Il se tue à jamais. En oubliant le pauvre Ziki. Jamais. Ouattara l'aura vaincu. Opposant, président et opposant. 3 fois de suite. 3 fois de suite. Ils sont autour de Gbagbo, les damans d'été là. Tu les regardes, non? Ils écrivent, tu ne sais pas de quoi ils parlent. Ils font des communiqués laconiques, des communiqués insensés. Damana Pika sort. Il donne de la voix, Damana Dédé fait un communiqué. Et quand on le rattrape la minute d'après, il dit non, c'est un fake news. Quel fake news? À partir d'aujourd'hui, vos communiqués saladés là, et on ne veut plus voir ça. Il faut arrêter vos comédies là. Parce que Pulseri a commencé à donner de la voix. Voilà Akiba qui sort. Elle fait un discours. Oui, la lutte continue, et patati, et patata. Un discours creux, vite. Pauvre petit Ziki qui s'est mis dans un problème. Il y a 3 jours de cela, l'activiste politique proche du PPACI, Parti des peuples africains, M. Ziki, présente ses excuses. Courant fin août 2025, à la veille de la proclamation de la décision sur la validation des candidats à l'élection présidentielle, j'ai publié sur les réseaux sociaux une vidéo impliquant le Conseil constitutionnel et sa présidente. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, j'ai réalisé que cette vidéo était très déplacée et même irrespectueuse à l'égard de la présidente du Conseil constitutionnel. Elle n'avait pas lieu d'être. Je viens sincèrement présenter mes excuses au Conseil constitutionnel, surtout demander pardon à sa présidence Mémé Chantal Camara. Je présente également mes sincères excuses aux autorités ivoiriennes ainsi qu'à toute la population ivoirienne que j'ai blessée avec mes publications. À cette période pénitentiaire, chrétiens et musulmans, je prie Dieu que Mémé Chantal Camara accorde son pardon à son petit-fils que je suis, Ibrahima Ziki. Alors, nous avons interpellé à plusieurs reprises ces communicants du PPACI en leur disant de faire très attention de ne pas se comparer à Soloba de Cancan. Soloba de Cancan, alias Soulé de Paris, n'a personne en Côte d'Ivoire. Il n'y a que la tombe de son père du nom de M. Traoré Mamadi, un Guinéen, un ex-putschiste qui a pris la clé des champs depuis la Guinée-Conakry, qui a demandé refuge en Côte d'Ivoire. En rentrant en Côte d'Ivoire, M. Traoré Mamadi est rentré avec Moussoké et Fanta, ses 2 épouses depuis la Guinée. Et nous, Côte d'Ivoire, pays d'accueil, terre d'hospitalier, nous avons décidé de donner à M. Traoré Mamadi du nom de Touré Pédiayo, la fille de M. Touré, qui était un grand musulman, qui a donné sa fille en mariage à M. Traoré Mamadi, un ex-putschiste de la Guinée-Conakry. Et cette dame de Touré Pédiayo et Mamadi Traoré ont donné naissance à M. Traoré Suleiman, alias Soloba de Cancan, un prodige de la Guinée. Un parvenu, un parachuté qui est arrivé en France dans les années 97 avec la nationalité guinéenne. Et aujourd'hui, il a la nationalité française. Donc, toutes les procédures pénales à son égard, il ne pourra pas être extradé. Il va répondre de ses actes ici. Et c'est lui qui était à la tête, chapeauté. C'est lui qui avait chapeauté cette communication de 2025, sachant bel et bien quelles étaient ses implications dans la désobéissance civile de 2020. Nous avons sensibilisé les équipes
en leur disant, votre communication, elle est mauvaise, elle n'est pas bonne. Votre communication obéit à des révoltes pacifiques en utilisant la stratégie de Djenchad, alors que M. Laurent Gbagbo est un irresponsable hors pair. M. Ziki, où sont les avocats que Nadiani Bamba épouse Laurent Gbagbo, Ange béni de Dieu, Walié Douaoudé, Mamana Nassidji, où sont-ils aujourd'hui? Je répète encore, M. Ibrahima Ziki, où sont les avocats de Nadiani Bamba, épouse Laurent Gbagbo, Ange béni de Dieu, Walié Douaoudé? Ils ont tous pris la clé des champs. Après votre arrestation, elle nous a fait croire que vous ne faites pas la politique, que vous étiez apolitique. Hélas, 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 l'on a constaté que vous étiez en train de faire la politique. En utilisant la stratégie de Djenchad qui devait amener à des révoltes. Alors Ziki, où en sommes-nous aujourd'hui? Et Soloba de Cancan, on vous a dit de ne pas le suivre parce que c'est un gros chômeur. Il ne travaille pas en France, ici. Il vit des aides des Français. Vous l'avez suivi, hélas, voici le problème qui est là aujourd'hui. Alors, je profite pour m'adresser aux gens de l'AES. Demain, là, s'il n'y a pas de sujet, vous, je viens sur vous. Demain, il est venu sur vous. Je vais vous montrer quelques extraits de vidéos, comment vous étiez traité sous le régime de Laurent Gbagbo. Vous qui pensez aujourd'hui que Guillaume Soro vous a mis en connexion avec la Russie et que vous allez déstabiliser la Côte d'Ivoire et vous passez tout votre temps à lancer, excusez-moi, des fake news contre les autorités ivoiriennes et chercher à nous déstabiliser. Demain, je vais vous parler, Inch'Allah. Donc, je ne vais pas faire deux pieds d'un coup. Alors, rappelez-vous, avant l'alliance du PPACI et du PDCI RDA, afin de mettre le front commun en place, M. Chakadian, alias Tidiane Thiam, nous avons déjà informé d'un coup d'État qui était organisé, planifié par l'opposition. Nous ne sommes pas des idiots et nous ne sommes pas bêtes. Nous savons que nous sommes écoutés en Côte d'Ivoire et dans la diaspora. À partir du moment où Tidiane Thiam nous avait informé l'intention de l'opposition afin de renverser ce régime, nous avons commencé à nous apprêter. C'était à Dabo. Au cours d'un meeting, Chakadian nous informe d'un coup d'État qui était planifié, organisé par l'opposition avec le bien de Guillaume Kibafori Soro, en alliance avec le PPACI. Point par point, on va partir et nous allons vous montrer les responsabilités des activistes dans ce coup d'État qui était déjà préparé contre le régime du RHDP. On écoute Chakadian, c'est parti. Un quatrième mandat, il souhaite. Un quatrième mandat qui souhaite, oui. Une élection qui se passe mal. Une élection qui se passe mal. Avec un président dont je l'espère ce serait le dernier mandat. Avec un président dont j'espère que ça serait le dernier mandat. Qui n'est pas candidat en 2030. S'il n'est pas candidat en 2030. Et qui aurait été élu dans des circonstances contestables. Qui aurait été élu dans les circonstances contestables. Et ils pourront alors donner libre cours à toutes leurs manœuvres de déstabilisation. Et ils pourront donner libre cours à toutes leurs manœuvres de déstabilisation. Voir et dire que ce chemin-là est le chemin de la stabilité, c'est de l'irresponsabilité. Voir et le chemin de la stabilité et le chemin de l'irresponsabilité. À partir du moment où Chakadian donne la lettre, nous sommes obligés de nous apprêter et regarder comment ils vont planifier maintenant la stratégie de coup d'État. Comment ils devaient utiliser des activistes et comment les militants de PPACI et de Prosoro, comment des gens de l'AES devaient jouer un rôle important. Puisque celle de 2020, elle avait déjà échoué. Donc il fallait préparer celle de 2025. Et pour cela, nous avons un journaliste qui, bien évidemment, était sur Télé Sud, nous a informé qu'aujourd'hui, la Russie veut s'accaparer de la Côte d'Ivoire. En faisant la Côte d'Ivoire comme de la manière dont ils sont en train de faire le Burkina aujourd'hui, chercher à déstabiliser notre institution et dissoudre tous les partis politiques. À partir de ces instants, le président Alassane Ouattara était obligé d'être candidat, puisque nous l'avons vu venir de loin. Et M. Tidiane Thiam nous avait déjà donné cette information. Voilà pourquoi le président Alassane Ouattara
est revenu sur sa décision. On écoute ce journaliste rapidement. Maître Jean-Paul Benoît, quel regard vous portez-vous sur cette liste? Vous qui connaissez bien la Côte d'Ivoire, hein? Oui, je vais porter un regard. Vous avez eu quelques surprises quand même, vous, ces dernières semaines, ou pas? Non, je suis comme mon vis-à-vis, mon cher professeur, je ne suis pas totalement surpris. Comment vous a pas vu depuis un bon moment quand même ce studio et sur ce plateau? Ça fait un mois et demi, je vous manque un peu. Il y a une question à laquelle j'ai pensé pendant tout l'été, en pensant à vous. Est-ce que vous étiez surpris par l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara? Est-ce que vous êtes surpris de l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara? On y va. Pas réellement, pour parler franchement. Vous attendiez à ce qu'il veuille rempiler? Rempiler n'est pas le mot. Je crois que sa préoccupation majeure, ça a été les problèmes de sécurité dans la région. Et il estimait qu'aucun des candidats possibles ne pouvait faire face d'une manière efficace à ce problème de sécurité régionale. Ce point sera évacué à la fin de son mandat, vous pensez? En tout cas, il va y veiller avec beaucoup d'attention. Et moi, j'ai parlé cet été avec un Américain qui travaille avec le secrétaire d'État adjoint. J'ai parlé avec un ami qui travaille au secrétariat adjoint aux affaires africaines. Aux affaires africaines. À Washington. À Washington. Donc déjà, les États-Unis nous donnent déjà les alertes. Le prochain objectif des Russes, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc déjà, nos partenaires fiables et de confiance, Washington nous donnait l'information que les Russes veulent s'accaparer de la Côte d'Ivoire, veulent déstabiliser notre régime. Oui, parce que la Côte d'Ivoire apparaît encore comme un pays qui garde des relations bilatérales apaisées avec la France et avec ce que je mets entre guillemets, ce qu'il est convenu d'appeler l'Occident. Merci beaucoup. Donc déjà, nos partenaires nous avaient déjà donné l'information que la Russie cherchait à nous déstabiliser. Voici les raisons de la candidature du président Alassane Ouattara. Tant que mieux. Nous avons déjà alerté plusieurs fois et le président a compris avec l'information que l'État américain avait déjà donnée au président Alassane Ouattara sur la déstabilisation de notre pays. Et je salue ici le président de la République, son excellent monsieur Alassane Ouattara. Merci à vous, merci à nos partenaires, la France, les États-Unis, l'OTAN. Merci d'avoir donné cette information importante. La Russie cherchait déjà à nous déstabiliser, mais il fallait un homme fort à la tête de ce pays afin que 2025 ne soit pas un danger. Merci beaucoup à vous, monsieur le président. Merci maintenant. Alors, on va voir maintenant les éléments que la Russie devait utiliser afin de mener ce coup d'État. Nous savons que la stratégie de 2020, elle serait pareille comme 2025, mais il aura un peu de modifications. Les modifications, c'est quoi? Et que Guillaume Soro n'est plus en France. Il est dans les pays de l'AES. C'est grâce à Guillaume Soro que ces pays de l'AES se sont dirigés vers la Russie, puisqu'il y a eu un malentendu ou un clash entre lui et Macron, où il avait demandé à l'armée de renverser nos institutions. Et Macron l'a dit de partir. Guillaume Soro dépose sa valise dans l'AES. Vous avez vu les premières actions que Guillaume Soro a menées lorsqu'il est arrivé dans l'AES, c'était l'arrestation de nos 49 soldats et il fallait mettre une communication derrière afin que les militaires se soulèvent et renversent le régime. Alors, quelle est l'intention de Guillaume Soro aujourd'hui, depuis dans l'AES? Nous allons écouter M. Traoré Mamadou, qui est un soroïste aujourd'hui incarcéré à la Maca pour des faits que lui-même connaît déjà. On écoute M. Traoré Mamadou. Quelles sont les intentions de Guillaume Soro? C'est très important. C'est parti, on y va, tout doucement. Ziki, vous vous êtes mis en pain. Salut à toi, salut camarade, partagez et tapotez. On va vous dire qui est Guillaume Soro. El Hadji Mamadou Traoré, on vous écoute. Je ne crois pas que Guillaume Soro va accepter de rester pendant 20 ans hors de son pays. Je ne crois pas que Guillaume Soro va accepter de rester 20 ans hors de son pays. Et qu'est-ce qu'il va faire pour rentrer dans son pays, M. Traoré Mamadou? Il va se donner les moyens de rentrer. Et comment? Mais je dis bien, il ne faut pas que les gens pensent que ce n'est pas un coup d'État. Mais ce n'est pas des actions politiques qui vont rendre
la gouvernance du président qui sera élu, c'est Ouattara, difficile. Difficile. Mais par les actions politiques. Par les actions politiques. Nous, on a dit à GPS qu'on va gouverner autrement. Mais aussi, on va faire l'opposition. On va s'opposer autrement. Pas par les armes. Mais on va utiliser, on va harceler le pouvoir en place sur le plan politique. Au point que son pouvoir, ou du moins au point que sa gestion sera vraiment difficile. Difficile. Donc, je ne crois pas que Guillaume... Je ne crois pas que Guillaume Soro va passer 10 ou 20 ans en exil. Il va se donner les moyens de rentrer dans son pays. Et ce n'est pas des actions politiques qui va rendre la gouvernance du président Alassane Ouattara difficile. Et tout le monde connaît les actions que Guillaume Soro mène. La désinformation, l'intoxication, le soulèvement populaire, l'insurrection de façon pacifique. Merci beaucoup, El Hadji Mamadi Traoré. Vous pouvez retourner à la Maka et bon séjour à vous à la Maka. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, avant la désobéissance civile de 2020, ils avaient une stratégie qui était déjà claire. La désobéissance civile de 2020 était déjà préparée, quel que soit le candidat qui devait être choisi par le RHDP. Rappelez-vous, ils ont commencé sur la CEI, comme ils l'ont fait en 2025. Lorsque Guillaume Soro animait une conférence de presse ou Crush Party à New York, ils ont commencé à discréditer déjà la CEI. Parce que c'est pour eux, c'était la CEI qui était le problème. Puisque Amadou Bon Coulibaly était encore vivant, il était sur la liste. Amadou Bon Coulibaly était le candidat choisi par le RHDP. Donc pour vous montrer que Guillaume Soro avait déjà préparé la désobéissance civile, c'était la première phase. L'affaire de constitution violée, articles, ce n'était que des prétextes. Quand tu leur poses la question, quels sont les articles de la constitution que le président Alassane Ouattara a violé, il te parle de l'article 183 qui n'a rien à voir du tout avec le président Alassane Ouattara qui parle de continuité constitutionnelle. Vous pouvez regarder les positions d'Assalé Timoko sur cette histoire de l'article 183 et plus. Ça n'a rien à voir du tout. Donc, les premiers alibis qu'ils ont utilisé, c'était la CEI qui devait brûler la Côte d'Ivoire. On écoute Guillaume Soro et après vous allez écouter Pascal Affi-N'Guessan et Georges Akka. C'était la stratégie de 2020. Et c'est la même stratégie qu'ils vont utiliser en 2025 en s'acharnant sur la CEI et après s'acharner encore sur le Conseil constitutionnel. C'est parti, Guillaume Soro. La CEI, là, elle ne peut pas organiser l'élection de 2020. Elle va brûler la Côte d'Ivoire. La CEI va brûler la Côte d'Ivoire. Voilà là. Oui. Quand je dis ça, on dit, mais Guillaume, je dis la CEI. Moi, je préfère prévenir. C'est parce que je ne veux pas que la Côte d'Ivoire brûle que je dis ça maintenant. C'est pas après, je vais venir faire de gros discours. C'est maintenant. La CEI, là, que moi je vois là, elle va brûler la Côte d'Ivoire. Or, au minimum, ceux qui ont la mémoire courte et qui ne reconnaissent Tapoter, partager. De moi, qui aujourd'hui peut-être même ne se souviennent pas de moi. J'ai été premier ministre, c'est moi qui ai organisé l'élection de 2010. Et ceux qui ne se souviennent pas de moi en tant que premier ministre là, ils étaient pourtant les premiers à m'appeler Excellence. Hein? Comme ils étaient gentils, ces gens-là. Excellence. Bon, donc, la CEI là ne peut pas organiser l'élection de 2020. Alors, il fallait s'acharner d'abord sur la CEI. Il fallait trouver la CEI comme alibi afin de mener la désobéissance civile ou l'insurrection de 2020. On va écouter encore le même Pascal Affi-N'Guessan qui nous informe ici que nous n'allons pas regarder Alassane Ouattara mettre à la tête de notre pays Amadou Bon Coulibaly avec cette CEI. Écoutez très bien, attentivement, M. Pascal Affi-N'Guessan. Voilà. Donc ça, c'était leur premier alibi pour valider leur coup d'État qu'ils préparaient en 2020. Affi-N'Guessan répète encore les mêmes choses de Guillaume Soro. Parce qu'avant de mener une insurrection, il faut trouver des alibis. Il faut trouver des prétextes. Que la CEI qui est là, elle n'est pas bonne.
Donc, ils avaient déjà tout bouclé. On écoute ici M. Pascal Affi-N'Guessan, très important. Donc, où les élections sont faites de façon transparente, avec une CEI qui inspire confiance à tous, où nous serons tous dans la rue ou en prison pour que Alassane Ouattara installe Amadou Bon comme président de la République. Mais nous n'assisterons pas impassibles comme des moutons et laisser Alassane Ouattara aller installer frauduleusement Amadou Bon comme président de la République de Côte d'Ivoire contre la volonté des Ivoiriens. Ça ne se fera jamais. Premier alibi pour mener leur insurrection. Donc, le mot-clé était déjà trouvé. Là, on ne parlait pas d'un troisième mandat du président. On ne parlait même pas du viol, soi-disant, de la Constitution. Et c'était leur premier alibi pour mener leur insurrection. Rappelez-vous, Georges Aka, le représentant du FPI à l'époque, en France, a dit, si Alassane Ouattara ne vient pas négocier avec nous, alors nous allons amener ce problème à un problème ethnique. Donc, Mamadou Traoré, El Hadji Mamadou Traoré, est en train de nous démontrer ici comment Guillaume Soro devait mener ces actions-là pour rendre la gouvernance de Prado difficile. On écoute ici M. Georges Aka. C'est parti. Comment ils devaient mener leur action. On écoute Georges Aka. Dans une logique d'écoute et de discussion, bien entendu, nous allons commettre le risque d'étendre ce conflit au niveau des ethnies. Ce n'est pas dans une logique d'écoute et de discussion, bien entendu, nous allons commettre le risque Merci beaucoup. Et donc, il fallait maintenant mener une action ensemble afin de, bien évidemment, rendre la gouvernance du Prado difficile. Alors, qu'est-ce que Guillaume Soro fait? Il a envoyé le président Henri Konan Bédié. Ils sont allés chez le président Henri Konan Bédié. Et après la rencontre entre les activistes de Guillaume Soro et le président Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié maintenant devait rencontrer M. Laurent Gbagbo à Bruxelles afin de préparer la désobéissance civile de 2020. Et c'est comme ça tout a été tracé. Et lui, Guillaume Soro, lui, il devait se rendre personnellement chez Charles Blé Goudé en lui vendant aussi la désobéissance civile. Chose que M. Charles Blé Goudé n'a pas accepté et il a désisté. Alors, on va regarder ici la rencontre des activistes de Guillaume Soro avec le président Henri Konan Bédié à Paris. C'est parti. Le mouvement Guillaume Kigbafori Soro, en abrégé GKS, a fait remarquer que le président Henri Konan Bédié est le seul capable de sortir la Côte d'Ivoire de l'ornière. Écoutons donc la déclaration du porte-parole Soulé Traoré. Nous sommes venus voir le président Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, depuis, n'est-ce pas, son départ du pouvoir d'une manière tragique, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, en sa présence, est dans une dynamique de paix, de réconciliation et de vivre ensemble. Nous avons vu que le président Bédié n'a jamais été dans la revanche, et lui soit lui donné raison. Et le président lui donne encore raison, étant, n'est-ce pas, autour et auprès du président Guillaume Bafori Soro, n'est-ce pas, dans la marche pour la réconciliation, la paix et le vivre ensemble et le rassemblement, nous sommes venus saluer le président Henri Konan Bédié, que l'on appelle l'espèce de Daokro, ici à sa résidence. Le président nous a encouragés, il nous a donné, n'est-ce pas, du tonus. Il nous a demandé, n'est-ce pas, de persévérer dans la lutte que nous avons commencé et de continuer pour une Côte d'Ivoire meilleure et que nous devons continuer à nous battre. Résolument, nous allons nous battre pour, pour une Côte d'Ivoire rassemblée et réconciliée et que le vivre ensemble, n'est-ce pas, ne soit pas, n'est-ce pas, comment dirais-je, un langage, un mot creux, mais un fait réel, n'est-ce pas, à travers nos actes, nos comportements. Voilà ce que le président Bédié nous a dit comme encouragement tout à l'heure quand nous avons eu un entretien avec lui. Donc, nous sommes venus ici puiser encore de l'énergie dans ce ruisseau, n'est-ce pas, qui est le président Henri Konan Bédié. Et je préfère prendre, n'est-ce pas, l'eau du ruisseau, n'est-ce pas, qui me permet, n'est-ce pas, de le boire. Et demain, vous allez voir, peut-être demain ou après-demain, que nous serons encore plus, n'est-ce pas, comment lancer dans cette dynamique que nous avons commencé avec le président Guillaume Bafori Soro. Nous avons parlé, comme nous le faisons, de paix, de réconciliation, de patriotisme. Nous avons parlé d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Parce que vous savez, 2020, c'est maintenant. Et nous sommes en train de nous battre avec le PDCI RDA, avec nos amis, n'est-ce pas, du FPI, avec nos amis du CRI panafricain du Abel Naki, avec nos amis du COGEP. Et nous battre pour, n'est-ce pas, pour se rassembler pour que, en 2020, le terme bouclé
gérés et verrouillés, qui seront surpris quand les Ivoiriens, n'est-ce pas, seront rassemblés. Et nous sommes sûrs qu'en 2020, on fera, n'est-ce pas, un exploit. Alors, ils seront surpris lorsque les Ivoiriens seront rassemblés et ils seront surpris de notre exploit. Alors, un tour encore en arrière. Guillaume Soro dit, la CEI va brûler la Côte d'Ivoire. Pascal Affi-N'Guessan, il dit quelque chose de très important. Maintenant, vous allez interagir avec moi. Est-ce que, quand Affi-N'Guessan parle ici, Ouattara était-il candidat, oui ou non? La question. On écoute Affi-N'Guessan. Donc, où les élections sont faites de façon transparente, avec une CEI qui inspire confiance à tous, où nous serons tous dans la rue ou en prison pour que Alassane Ouattara installe Amadou Bon comme président de la République. Point. La question ici, qui était le candidat du RHDP? Est-ce Alassane Ouattara ou Amadou Bon Coulibaly? Je répète encore ma question. Alassane Ouattara était-il candidat ou c'était monsieur Amadou Bon Coulibaly? Évidemment, c'est Bon qui était le candidat du RHDP, puisque le président de la République, Alassane Ouattara, avait décidé de se retirer et de choisir un candidat. Et Pascal Affi-N'Guessan vous le dit ici, en diabolisant la CEI, que nous n'allons pas nous asseoir. Regardez, Alassane Ouattara porté à la tête de la Côte d'Ivoire Amadou Bon Coulibaly comme président de la République. Ce qui veut dire que le RHDP avait déjà son candidat. Pourquoi l'opposition n'a-t-il pas désigné un candidat? En l'occurrence, le président Henri Konan Bédié. Donc je reviens encore. On écoute Pascal Affi-N'Guessan. Dans la rue ou en prison pour que Alassane Ouattara installe Amadou Bon comme président de la République. Voilà, nous n'allons pas nous asseoir. Regardez Alassane Ouattara installer Amadou Bon Coulibaly à la tête de ce pays avec cette CEI. Ce qui veut dire qu'ils avaient déjà préparé la désobéissance civile. Quel que soit le candidat qui devait être choisi par le RHDP, la désobéissance civile, elle devait avoir lieu. Point bas. C'était inévitable. Donc, leur alibi de 4e mandat ou de 3e mandat, c'est après le décès du candidat choisi par le RHDP. Voilà comment ils laissent leur méthode, la première stratégie, qui était de diaboliser la CEI pour trouver un alibi afin de mener leur insurrection. Ils ont carrément laissé cette histoire de CEI et maintenant, ils ont commencé à parler de 3e mandat. Puisque Amadou Bon Coulibaly était le choix du RHDP et Pascal Affi-N'Guessan le dit ici. Donc, il fallait diaboliser la CEI, ce qui était leur alibi pour mener leur insurrection. Alors, c'est la même stratégie qu'ils ont adoptée en 2020-25. En se basant sur la stratégie encore de Jean Chas en menant une révolution pacifique. Parce que Jean Chas le dit, pour affaiblir un pouvoir, il faut s'attaquer à ses institutions. Puisque le pouvoir tient, les piliers du pouvoir, ce sont ses institutions. À partir du moment où vous arrivez à fragiliser les institutions de la République, mais le pouvoir tombe comme un château de cartes. Donc, pour mener maintenant la désobéissance civile de 2025, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait adopter la même stratégie en parlant de la CEI, en diabolisant la CEI, etc., etc. Et pendant ce temps, il préparait encore le même coup. Il faut toujours trouver des alibis. Au départ, c'était la CEI, l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et après, on s'acharne sur le Conseil constitutionnel et on revient encore à la charge. Non, il n'y aura pas de 4e mandat. Comme en 2020. En 2020, c'était ça. Puisqu'on ne nous parlait pas d'une histoire de 4e mandat ou de 3e mandat. Il nous disait que la CEI qui est là, qu'elle ne peut pas organiser les élections, ils allaient brûler la Côte d'Ivoire. Et l'autre nous a dit, on ne va pas regarder Ado, aller installer Amadou à la tête de ce pays avec cette CEI. Ce qui veut dire que la désobéissance civile était déjà préparée. Puisque, après la rencontre de M. Gbagbo et de M. Bédié, qui a vendu la désobéissance civile
à Gbagbo. Tout le monde a vu la prise de position de Gbagbo. On vient maintenant en 2025. Ils adoptent encore la même stratégie en utilisant des activistes dont on va parler leur nom ce soir. En utilisant des cyberactivistes que nous allons parler d'eux aujourd'hui. On écoute la stratégie de Jean Charles. Au cours de ses études à Oxford, Jean a une révélation. Il comprend comment un peuple peut faire tomber un tyran. Peut faire tomber un tyran. Oui, on y va, Jean Charles. Il faut identifier les fondements du pouvoir politique, que ce soit sa légitimité, le soutien populaire ou le soutien institutionnel. Alors là, vous saurez de quoi dépend la dictature pour exister. Et comme les sources de ce pouvoir reposent sur la bonne volonté, la coopération, l'obéissance et l'aide du peuple et des institutions, alors la tâche devient très simple. Il ne reste plus qu'à mettre à mal ce soutien, cette légitimité, cette coopération et cette obéissance, et alors le régime sera affaibli. Si vous lui confisquez les sources de son pouvoir, alors il s'effondrera. Alors, comment maintenant il fallait fragiliser les institutions? Il fallait fragiliser la CEI, la police, la gendarmerie, la justice, afin que le régime tombe. Et c'est pourquoi vous avez vu les sorties de Johnny Pacheco, où il fallait salir M. Apalo Touré Alexandre. Vous avez vu des sorties des Soloba de Cancan, où il fallait salir la CEI, où il fallait salir certains policiers et notre justice. La justice des vainqueurs. Donc, voici les institutions de la République qu'ils ont identifiées qu'il fallait les salir. Donc, Johnny ne jouaient pas un rôle isolé. Ils étaient bien dans la stratégie. Et maintenant, Ziki, lui, il était sur deux fronts. La justice et la police. Rappelez-vous, le docteur qui a fait un commentaire sur sa page Facebook qui a été arrêtée, automatiquement Ziki est sorti. Pour nous dire quoi? Que voici quelqu'un qui fait un commentaire, on le jette en prison, alors que Mola, qui aurait déjà quelqu'un, lui, il est en liberté. La justice, voilà, vous comprenez? Ziki a fait cette sortie, vous avez cette vidéo, non? Donc, c'était une manière de fragiliser la justice. Parce qu'il fallait identifier les piliers qui tiennent le régime, la justice, la gendarmerie, la police, etc., etc. Donc, Ziki a fait cette sortie. Et après les aveux de ce jeune médecin, il vient encore faire semblant de vous demander pardon. Donc, Ziki était inscrit dans la révolution pacifique. Maintenant, on va parler des activistes. Comment maintenant, chaque activiste devait jouer ce rôle? Alors, après la sortie de Charles Blé Goudé, où il nous a dit que lui, il ne peut pas suivre une opposition avec Guillaume Soro, qui avait pour but, il ne pouvait pas suivre. Oui. Non, j'ai pas la vidéo, il faut m'envoyer. Suite à ça, il faut m'envoyer. Pas la vidéo ici. Bref. Et donc, nous avons suivi les activistes, on a suivi leur communication, on a identifié toute leur communication, le rôle qu'ils devaient jouer, afin de lancer les alertes. Rappelez-vous, quand Charles Blé Goudé a fait une apparition, où il disait dans cette vidéo, que lui, il ne peut pas s'associer à quelqu'un qui a les armes pour renverser un régime. Automatiquement, le vice-président du mouvement Trop c'est trop, Europe, M. Soloba de Cancan, est sorti pour répondre à Charles Blé Goudé. Et il nous a dit qu'est-ce que les gars préparaient déjà en 2025. Donc, nous, on était déjà prêts en conséquence. Puisque Soloba de Cancan a lancé ses alertes, automatiquement, nous avons compris quelle était la stratégie maintenant de l'opposition. On écoute Soloba de Cancan ici. Très important. Merci beaucoup. Donc le B52, si je te reprends pour que tu puisses préciser ta pensée. Donc tu dis que si en l'État, il advienne un coup d'État, quelle sera la position du COJEP, c'est ça? Je vais me répéter. Je commence d'abord par une citation de l'ancien président français. Et on peut même remonter ma Victor Hugo. Face à la dictature, la révolte, elle est du droit. Et je vais paraphraser ici le président français, l'ex-président français François Mitterrand.
aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. Le livre, c'est quoi? C'est coup d'état permanent. Je dis bien coup d'état permanent. Je pose la question. Dans la configuration actuelle, que la masse électorale devienne la masse critique. La masse électorale devient la masse critique. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? En 2025. En 2025. Et que des militaires républicains prennent le pouvoir. Quelle sera la posture du COJEP? Merci. Point. Il revient sur les propos de M. Tidjane Thiam. J'espère que ce n'est pas un 40e mandat où certains vont essayer de protester dans les urnes. Et face à cette stratégie qui prépare pour renverser le régime, moi Thiam, je dénonce. Et M. Soloba de Cancan vient confirmer la lettre que nous avions déjà lancée, M. Cheikh Tidjane Thiam. La masse critique qui discute avec les autres dans les urnes et qu'un militaire républicain vient faire la rectification qui est un coup d'État, quelle serait la position du COJEP? Automatiquement, on a compris ce que l'opposition était en train de préparer, puisque nous avons suivi minutieusement toute la communication de l'opposition, de tous ces activistes, y compris Ziki, Soloba de Cancan et tous les soloistes. Parce que voilà comment la stratégie était placée. Dès qu'une communication est prête, Franklin lance, Soulé reprend, la guerre, KGB, et après maintenant, les pro-Babo sont les relais avec John. Donc nous étions très attentifs sur leur communication. Et je salue ici d'ailleurs tous les cyberactivistes du RHDP, tous les panélistes, sans oublier le stratège. Donc il fallait analyser minutieusement cette communication afin de lancer les alertes et attirer l'attention du gouvernement. Très important. On écoute toujours Soloba de Cancan. Bon, là, je pense que je vais te répondre le PC52. Tu as dit les militaires prennent le pouvoir, ce qui veut dire que le fait est établi. Motion. Attention. Ma chose, vas-y. Je vais encore reprendre. J'ai compris, mais c'est faut pas regarder un coup de force. Il y a des coups de rectification. Point. Faut pas regarder le coup de force. Il y a des coups de rectification. C'est coup d'État que eux ils appellent coup de rectification. Et le coup du peuple. La masse critique électorale étant braquée, la masse critique électorale devient la masse critique, n'est-ce pas, de contestation. Et je reviens maintenant sur les citations. Face à la dictature, la révolte, elle est de droit. Primo. Deuxième. Aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. Le peuple vient au menu. Je reviens encore au statu quo ante en 2000. Quand Guy Robert a voulu braquer le pouvoir d'État face aux urnes, le président Babo Laurent... Non, laisse-moi continuer. Alta Digot a demandé au peuple de Côte d'Ivoire de sortir de la rue. On a trouvé des forces républicaines qui ont pu faire des causes pour la légalité des urnes. Si en 2025, on a une configuration pareille, où l'armée de Côte d'Ivoire décide de défaire la Côte d'Ivoire du joug aujourd'hui, actuellement nous sommes là, quelle est votre position? Parce que les armes ne regarderont pas ailleurs, c'est à l'intérieur. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce qui était préparé? Il fallait commencer une contestation, d'abord à travers des marches dont Laurent Gbagbo va nous donner les cheminements. Et à travers cette contestation, les militaires, selon eux, républicains qui étaient acquises à leur cause, devaient faire la rectification. Non. C'était des mercenaires qui devaient mener cette révolution accompagnés par des soldats de l'AES pour défaire le régime RHDP. C'était simple. C'était la stratégie. Donc il fallait coûte que coûte occuper la rue pour une protestation de rue. Mais pour protester dans la rue,
il faut trouver des alibis. Et donc, nous avons minutieusement analysé toutes ces communications afin de tirer la sonnette d'alarme. Et donc, après sa nomination, il est clair et il ne le cache pas. Il parle d'une transition ici. La communication qui devait être menée, c'était une transition comme celle de 2020 pendant la désobéissance civile. Non, Soloba de Cancan, qui n'a ni personne en Côte d'Ivoire, à part la tombe de son père, guinéen. Et je me pose la question, pourquoi son papa n'a pas été enterré en Guinée? Lui qui dit qu'Alassane Ouattara, son père, a été enterré à Sendou. Et puis, c'est ce qui fait du papa d'Alassane Ouattara burkinabé. Mais toi, ton père, là, est-ce qu'il est ivoirien? Non, il est guinéen. Pourtant, il a été enterré en Côte d'Ivoire. Et toi-même, tu es guinéen. Donc, après la nomination de l'activiste en question, il nous dit la feuille de route qui leur a été donnée. Donc, c'était à nous maintenant de mener nos communications selon la feuille de route que devaient suivre les activistes de l'opposition. Et mieux, le ministre Touré Mamadou nous l'avait déjà donné cette sonnette d'alarme depuis Paris, après notre manifestation ici à Paris. On écoute très bien, attentivement, le coup qui était préparé. Maintenant, les Ziki, eux, devaient être les relais de façon pacifique. Et nous savons qui était déjà en bas, qu'est-ce qui était déjà préparé. Donc, il fallait adapter maintenant nos communications à celles de l'opposition pour déconstruire tous leurs mensonges et lancer les messages d'alerte. On écoute ici le vice-président du mouvement Trop c'est trop qui parlait déjà de transition après sa nomination. Donc, on était préparé à tout pour leur dire que vous, là, vous n'avez pas le monopole de la communication. On est au courant de tout. Tout ce que vous préparez en matière de communication, on est capable de l'analyser, de décortiquer, afin de sortir les non-dits de vos discours. Et c'est ce que nous avons fait en 2025. On écoute ici Soloba de Cancan. La Côte d'Ivoire, elle est éternelle. Il ne faut pas accepter que des individus aujourd'hui mettent en danger notre avenir, notre devenir, notre pays. Voilà, face au terrorisme aujourd'hui, ambiant qui est partout, dans la sous-région, à cheval entre le Bénin, le Togo, le Nigeria, avec Boko Haram, et j'en passe, en passant par le Mali, Burkina Faso, tout. Ils sont maintenant en train de guetter notre pays. La fois dernière, il y a eu des citernes qui sont quittées en Côte d'Ivoire, qui ont été incendiées par les terroristes. Donc nous ne sommes pas à l'abri. Mais ici, on doit jouer avec notre démocratie. Et puis la Côte d'Ivoire est fragile. Actuellement, nous sommes. Et donc, il ne faut pas que les aventuriers nous mettent en danger. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire, elle est éternelle. N'oublions jamais ça. Le président Oufo-Boigny est parti. La Côte d'Ivoire est là. Le président Bédier est parti. La Côte d'Ivoire est là. Le président, le président, chef de l'État, Guy Robert est parti. La Côte d'Ivoire est là. Le président Gbagbo, puis président, il est vivant aujourd'hui. Longue vie à lui. La Côte d'Ivoire, elle est là. Aujourd'hui, c'est le tour de Ouattara qui est chef d'État de Côte d'Ivoire. Donc, après, il y aura quelqu'un. Il ne faut pas ramener la Côte d'Ivoire, il ne faut pas personnifier la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'est pas la Côte d'Ivoire. Notre pays, il est éternel. Donc, quand il y a des vérités là, pensons, ne soyons pas égoïstes, égocentriques, pensons seulement à notre ambition de mesurer, ou bien à notre rêve d'être couple président. Il faut mettre il faut faire les états généraux de la nation. On va à une élection, reporter même pour 2 mois. Reporter les élections pour 2 mois. Ça veut dire quoi? De vous à moi. Vous n'êtes pas candidat. Vous n'avez pas de candidat sur la liste électorale et vous demandez de changer le calendrier constitutionnel. Vous voyez? Donc le coup d'État était déjà préparé. Il lui dit ici, pourquoi changer, pourquoi reporter les élections à une date ultérieure et mettre une transition en place? Pour 6 mois, pour assainir, pour pacifier, une transition de 6 mois ou 8 mois, un truc comme ça, et puis aller à la loyale. Et que tous puissent compétir. Que demain, il va y avoir une crise majeure, une crise grave. Après, on va dire non, on va faire une transition de 2 ans, et puis après, on va aller aux élections. Pourquoi les mettre à demain, ce qu'on peut faire aujourd'hui? J'ai parlé. Merci. Alors, donc là, il nous avait déjà donné le programme de l'opposition. Il fallait être idiot et ne pas comprendre. Quand il parle d'une transition de 6 à 5 mois, c'est ce qu'on les avait déjà préparé dans la tête. Il n'y aura pas d'élection, il y aura une transition. Pourquoi? Et puis ceux qui veulent organiser la transition ne sont même pas sur la liste électorale. Voilà, la stratégie était claire. Donc Soloba de Cancan nous donnait l'information. Et je vais revenir après
sur la vidéo de Tienchak avec le ministre Touré Mamadou qui va nous donner encore une lecture qui est claire sur cette vidéo. Très important. Alors, et ce communicant n'a jamais caché son intention. Et il a toujours dit. Le vice-président du mouvement Trop c'est trop, M. Soloba de Cancan, quand il parle de transition ici, quand il parle de coup de rectification, et qu'un gendarme ou un militaire républicain venait, il allait faire la rectification, mais ce monsieur n'a jamais caché son intention. Écoutez-le ici, ce qui était déjà préparé. Peut-être certains activistes n'étaient pas bien informés dans le camp Babo, eux on leur disait de suivre la masse. Peut-être que certains étaient informés, mais pour eux ça ne leur pas reçu. Certains étaient sûrs que le coup allait marcher. Donc on écoute ici l'intention même de l'activiste de l'opposition sur le bas des Cancans. Je rêve que vous tombez par un coup d'État. C'est pas un débat. Je pense, je rêve, je bois de l'eau, je mange, que Ouattara tombe par un coup d'État. Je l'ai dit. Et c'est par ça que vous allez tomber. Parce qu'aucune coalition politique, aucun politique ne va vous débrouiller. C'est pas un coup d'État que vous allez tomber. Et je le dis encore une fois de plus. Et je suis partisan d'un coup d'État contre vous. Je le dis encore. Ne comptez pas sur moi. Je suis partisan parce que l'État de Côte d'Ivoire a été braqué en 2020. Alors, moi, je parle à titre personnel. Je suis partisan que vous tombez par un coup d'État. Et je milite pour qu'un soldat républicain de Côte d'Ivoire sorte et vous balaie. Moi, je m'assume. Et beaucoup de soldats les pensent comme moi. Et je peux être hypocrite. Et je vous le dis, vous tomberez par un coup d'État. Vous tomberez par un coup d'État. Merci beaucoup. Alors, avant de revenir à Franklin Nyamsi, maintenant le top est clair. Lui, c'est un activiste qui a été nommé par le mouvement Trop c'est trop. Le rôle qu'il devait jouer était déjà clair. On doit tomber par un coup d'État. Alors, le ministre Touré Mamadou nous informe du coup qu'ils sont en train de préparer. Nous allons d'abord venir à M. Picasse. Au cours d'une conférence, Damana Picasse nous dit quelque chose de très important. Il dit, de regarder autour de nous, les pays limitrophes, comment ils ont mené ces coups-là. Et vous allez comprendre, à la suite de cette vidéo de Damana, ce qui était déjà préparé, qu'est-ce qu'il fallait faire pour renverser le régime. On écoute Picasse, très important. Aujourd'hui, vous voyez autour de nous, les peuples sont en lutte et les peuples se libèrent. Des liens coloniaux et des liens esclavagistes. C'est pour ça qu'il faut qu'à l'intervention des militaires. Oui, il y a l'intervention des militaires. Mais la plupart ne sont pas des coups d'État banals. Ils ne sont pas des coups d'État banals. Ce sont des coups d'État banals. Ce sont des coups d'État qui sont toujours précédés du mouvement populaire. Ce sont des coups d'État qui se sont précédés par les mouvements de rue. On y va, Picasso. Ce sont les mouvements populaires qui enclenchent, qui déclenchent ces coups d'État que nous avons vus dans la sous-région. Tel qu'au Mali, c'est le M5 RFP qui a commencé d'abord, avec la société civile, avec Mohamed Diko, qui ont fragilisé le régime des IBK. Et en plus, comment ils sont partis? Les militaires sont venus parachever ce combat. Au Burkina Faso, comment Blaise est parti? Ce sont les mouvements de rue. Donc, ce sont les mêmes mouvements qu'il fallait appliquer chez nous. Et comment il faut le faire? Il faut occuper les rues. Et le conseiller politique de Guillaume Soro, Franklin Nyamsi, nous informe qu'il faut que l'opposition réussisse à mettre 1 million de personnes dans les rues. On va écouter d'abord Babo qui nous dit comment ils doivent mener ces mouvements-là. Est-ce que vous comprenez? Allons-y d'abord sur Franklin Nyamsi. On écoute Franklin Nyamsi, très important. Alors, Génération et Peuple Solidaire se bat pour arriver au pouvoir d'État par la voie des urnes. Je l'ai rappelé ici, j'ai rappelé les 3 voies.
celui qui compte sur le président Guillaume Soro pour faire pour l'État militaire, pour que lui, il soit candidat, il a tapé Poto sortant. Mais, GPS appelle le peuple ivoirien à sortir par millions quand il le faudra. Et les forces de défense et de sécurité à protéger le peuple de Côte d'Ivoire. Point. GPS appelle les militants ou les Ivoiriens à occuper les rues. Et les militaires républicains de Côte d'Ivoire vont aider le peuple. Quand il le faudra, pour que les conditions d'une véritable élection soient réunies. Voilà notre méthode. C'est ça notre semaine. Octobre 2025 n'a de signification que pour ceux qui se préparent à cette confrontation et à ce rapport de force. Maintenant, pour ceux qui ont des militaires, ce n'est pas notre affaire, on ne peut pas en parler ici, moi je ne suis pas militaire. Même si je savais, je ne dis pas. Mais si je savais, si je sais, je ne vais pas dire. On dit à Abidjan, je ne dis pas. Parce que ce n'est pas mon affaire. Moi, je suis un cadre politique, je suis ainsi. Il ne faut pas me demander ici de venir parler d'affaires de corps militaire, je ne suis pas là. Mais les militaires sont des Ivoiriens, les gendarmes sont des Ivoiriens, les policiers ne sont pas des Ivoiriens. Eux-mêmes, ils ne voient pas l'État de la Côte d'Ivoire. Si ça leur plaît, qu'ils continuent. Si ça ne leur plaît pas, qu'ils ne continuent pas. Merci beaucoup. Et donc, la stratégie de l'opposition maintenant, c'était d'occuper les rues. Et comment? C'est sur ça maintenant nous allons venir. Et quelle stratégie nous devons adopter pour éviter que l'opposition occupe les rues? Parce que voici une opposition. Parce que un individu n'est pas inscrit sur la liste électorale et demande aux Ivoiriens de prendre les rues à cause d'un individu. Alors que vous n'avez pas le monopole du commerce ni le transport pour déjà paralyser les villes. Alors que vous ne menez pas une lutte commune qui, bien évidemment, a besoin de l'aspiration de tous les Ivoiriens. Si c'était l'augmentation des denrées de première nécessité, on pouvait comprendre. Soit l'augmentation de l'essence, ils n'ont même pas, c'est-à-dire, ils n'ont même pas sciencé à tout ça et ils veulent mener une révolution. Alors que nous savons ce qui était déjà préparé. Et nous étions en train d'avertir tous les activistes. Mais ils ne nous écoutaient pas, hélas. Voilà quelqu'un qui veut mener une révolution. Toi, tu n'as pas le transport, tu ne contrôles pas le commerce. Bon, comment déjà paralyser les villes? Question. Rappelez-vous, quand nous étions dans l'opposition, quand il y a un chauffeur de taxi, on est déjà en grève. À partir du moment où on grève, les transports sont arrêtés, le commerce est arrêté, ça peut paralyser les villes. Ça, c'est une cause commune. Un chauffeur a été déjà, tous les chauffeurs décident d'arrêter. Mais pour vous, là, à cause d'un individu, qu'on appelle Babo ou bien Soro, vous voulez occuper les rues et comment? C'est ça maintenant, on va chercher à savoir. Alors, il faut mettre 1 million de personnes dans les rues. Et pourquoi? Pour que les militaires viennent parachever ce combat. Et Laurent Gbagbo a été clair. Lorsque nous allons sortir, il faut qu'on fasse des manifestations multiformes et permanentes. À partir du moment où on fait des manifestations multiformes et permanentes, ce qui peut paralyser la ville. On écoute ici Gbagbo. Il faut que trop c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Merci beaucoup. Alors, on connaissait déjà la stratégie de l'opposition. Qui allait faire sortir maintenant les gens? Voici la question. Premier test, ils ont demandé de faire une manifestation le 9 août. Autorisation a été donnée, mais on a changé l'itinéraire, puisqu'on connaissait déjà l'intention de l'opposition. Puisque les activistes tels que Ziki avaient déjà projeté ça partout. Les Soulés de Paris et autres. Donc, ils demandent une manifestation qui est autorisée par les autorités ivoiriennes
le 9 août. L'itinéraire au début, c'était des palais des sports et de Makori jusqu'à la place de la République. Déjà, vous avez le palais présidentiel qui est là. Tout le monde sait ce qui peut se passer. Et le préfet d'Abidjan décide d'accorder la manifestation, mais pour un changement d'itinéraire qui devait avoir lieu de Yopougon-Saguidiba à Figayo. À l'approche des élections, le 11 août, il fallait maintenant lancer l'assaut final. Et l'assaut final, c'était une manifestation qui devait commencer de Saint-Jean, Cocody, jusqu'au carrefour Sokosé. Et de Saint-Jean à carrefour Sokosé, vous avez à deux minutes déjà, vous avez la RTI qui est là. La RTI n'est pas loin de Saint-Jean de Cocody. Ils savent pourquoi ils ont choisi cet itinéraire. C'était fait à dessein. Et le préfet, selon l'article 20 de la Constitution qui dit toutes les manifestations à caractère pacifique sont autorisées et vous décidez avec le préfet de tracer l'itinéraire. Il peut surseoir à la manifestation pour des problèmes de sécurité, etc. Donc l'opposition, la finale de l'opposition, c'était le 11. Et eux-mêmes l'ont expliqué lorsque ce coup a échoué le 11. Le 11, c'était la finale. Et ils sont venus nous expliquer que le 11, ce qu'ils devaient faire. Suite à la communication des Ziki, la communication des Soulé, écoutez attentivement ce qui était préparé le 11. Et heureusement que les autorités nous ont écoutés. Ils ont écouté les alertes que nous avons lancées, les messages de déconstruction, tous les mots codés de l'opposition. Donc il fallait éviter cette manifestation qui était la finale. Bravo, bravo, nous sommes fiers de vous. Traman, on t'a dit qu'on n'a pas peur de toi, non? Ça, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un petit début. Aujourd'hui, nos enfants ne vont pas dormir. Nous allons maintenant mettre de quoi assurer la logistique. C'est de ça qu'il s'agit. On va rester dehors jusqu'à ce que tu dégages notre pays. Toi et tes criminels que tu appelles tout bien. Sinon, on te prévient. On te prévient. On sait que tu as compris. Tu as bloqué la tri parce que tu savais bien que si on allait à la tri aujourd'hui, on allait prendre la RTI. Oui, oui, oui. Ça, je te le dis aujourd'hui, mais on va la prendre quand même, la RTI. On va annoncer que c'est fini ton gouvernement de merde là. C'est terminé. Alors, si la manif était autorisée, ils allaient occuper la RTI et ils allaient tout saccager. Deuxième point, c'était Sokosé. Sokosé qui n'est pas loin de la CEI, ils allaient tout saccager. Et ils allaient tout saccager. Deuxième point, c'était Sokosé. Sokosé qui n'est pas loin de la CEI, ils allaient tout saccager. Le ministre et de Paris, je m'adresse à l'ensemble des militants sur le territoire national. Notre devoir, c'est la protection du pouvoir du président Alassane Ouattara. Jamais on n'acceptera que des gens viennent humilier le président Alassane Ouattara. Partout où vous êtes, dénoncez tous ceux qui ont des velléités de déstabilisation. Partout où vous êtes, dénoncez tous ceux qui ont des velléités de coup d'État. Voilà comment la tour de contrôle, qui est votre ami et frère Ladji, et le stratège, on a décidé maintenant de dénoncer tout ce qui était préparé en amont. Voilà comment nous avons travaillé minutieusement afin d'informer les autorités ivoiriennes sur ce qui se préparait à la veille de ces élections. On continue. Partout où vous êtes, dénoncez tous ceux qui ont des velléités non démocratiques. Les 4 mois qui nous restent, c'est de travailler à faire échec à tous ceux qui ont des velléités de déstabilisation. Les 4 mois qui nous restent, c'est de travailler à sécuriser le pouvoir du président Alassane Ouattara. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous allons revenir à vous tout à l'heure. Alors, revenons à quelque chose de très important que Laurent Gbagbo nous a dit et ça a été repris par Nadi Bamba et monsieur Ziki. Voyez-vous, la stratégie du PPACI était déjà connue. Celle du Conseil constitutionnel. Que Ziki a produit cette vidéo où il s'est fait arrêter. On va partir dans les faits. Avant de revenir au ministre Touré Mamadou. On va écouter ici, c'est très important. Aïe, 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 aïe. Ziki, petit.
on était déjà au courant. Écoutez ce que Gbagbo dit. Gbagbo dit, nos problèmes, ce n'est pas la CEI. C'est le Conseil constitutionnel. Le président de la République pour la validation des candidatures. Il demandait de s'apprêter. On écoute ici Laurent Gbagbo. La lutte que nous allons mener maintenant, là, après la convention, ce n'est pas une lutte pour inscrire une lutte pour inscrire Gbagbo sur la liste électorale. C'est une lutte pour gagner les élections présidentielles. Point. Alors, les gars, la question. Il dit, la lutte qu'ils vont mener là, ce n'est pas une lutte pour inscrire Gbagbo sur la liste électorale. C'est une lutte qu'ils doivent mener pour gagner les élections. Je vous pose la question. Comment quelqu'un qui n'est pas inscrit sur la liste électorale, qui n'est pas électeur, peut compétir à une élection et aller la gagner? Je repose encore la question. Comment quelqu'un qui n'est pas inscrit sur la liste électorale, qui n'est même pas électeur, peut compétir à aller gagner une élection? De vous à moi. Est-ce que le Conseil constitutionnel peut valider la candidature d'un citoyen qui n'est même pas électeur? Mais quand la personne vient vous dire que eux là, leur stratégie, ce n'est pas son nom sur la liste électorale, mais c'est de mener une lutte où ils vont gagner les élections. En comment ils vont... C'est quelle lutte ils doivent mener maintenant pour gagner ces élections, si ce n'est qu'un coup d'État? De vous à moi, je répète encore. Gbagbo dit, la lutte que nous allons mener maintenant là, ce n'est pas une lutte pour inscrire le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Non, 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 non. C'est une lutte que nous devons mener pour gagner les élections. Mais comment quelqu'un qui n'est pas électeur, sachant bel et bien que le Conseil constitutionnel ne peut valider alors qu'il n'est pas électeur, peut compétir à une élection et aller la gagner? De vous à moi, comment c'est possible? Si ce n'est pas coup d'État, comment est-ce que c'est possible de vous à moi? C'est impossible. Donc à partir de ces instants, à partir de ce moment, on a déjà tout compris. Sauf les idées. C'est très important. C'est très important. Et je vous explique pourquoi c'est très important. L'inscription électorale, c'est un acte administratif. Le président de la République peut combiner avec un juge ou avec le monsieur de la CI, on dit bon, c'est CI, mettons son nom. Et puis au moins ça va. Et puis, mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Parce que ce n'est pas là que se déclarent les candidats. C'est déclaré. Sont déclarés au Conseil constitutionnel. Point. Sont déclarés au Conseil constitutionnel. Ce qui veut dire que le Conseil constitutionnel était déjà dans leur ligne. Laurent Gbagbo dit quoi? La lutte que nous menons là, ce n'est pas une lutte ce n'est pas une lutte pour inscrire le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale.
Le président de la République peut demander à un juge d'inscrire le nom de Gbagbo sur la liste électorale parce que c'est un acte administratif. Mais est-ce que si on finit d'inscrire mon nom là, les gens vont crier ouh? Non. Tout se passe au Conseil constitutionnel. Donc voici la mission que Ziki devait mener maintenant. Ziki, je suis désolé. Je suis désolé de revenir dessus. Donc voici la mission que M. Ziki devait mener. En faisant quoi? En allant dénigrer, salir l'image du Conseil constitutionnel. Pour dire que la dame là, qui va déclarer les candidatures là, elle n'a même pas la compétence. Raison pour laquelle il va sur Wikipédia, il essaie de regarder son cursus scolaire, il essaye de couper des vidéos en comparant au ministre, à l'ancien président du Conseil constitutionnel. Donc, à partir de ces instants, le rôle de Ziki était déjà dessiné. Donc, quand nous avons vu la vidéo de Ziki, nous nous sommes référés à cette vidéo. Mais Ziki, étant malin, n'a pas utilisé cette vidéo, a utilisé celle de Nadi Bamba, que nous avons déjà tout compris. Tout était déjà scellé. Écoutez encore Gbagbo, hein? Écoutez Gbagbo. Et ce sont les mêmes mots que Madame Nadiani Bamba a utilisés. Oui, vas-y Gbagbo. Mais parce que ce n'est pas là que se déclarent les candidats. Les candidats qui vont compétir, qui vont concourir, sont déclarés au Conseil constitutionnel. Voilà. Un mois ou deux avant l'élection présidentielle. Point. Un mois ou deux avant l'élection présidentielle. Le président de la République, Alassane Ouattara, peut décider, à travers un juge, d'inscrire mon nom sur la liste électorale. Vous allez crier, mais est-ce que c'est fini? Ce n'est pas là que tout se passe. C'est au Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui valide les candidatures. Et le Conseil constitutionnel valide les candidatures un mois ou deux avant. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait un acharnement sur le Conseil constitutionnel. Voilà comment Nadi produit cette vidéo qui est récupérée par M. Ziki. Et mieux, Kone Katina l'avait déjà dit. Donc, on voyait déjà le danger. Quand Kone Katina dit que la candidature de Laurent Gbagbo est un truc non négociable, que c'est un truc qui est fait. Mais on avait déjà tout compris de la stratégie. Écoutez Katina. Écoutez Katina. Sur la question de l'inclusivité des élections. Oui. La candidature du président Laurent Gbagbo, on ne cessera pas de le dire, on le dira tous les jours, il reste non négociable. C'est-à-dire, on peut épiloguer sur tout. Mais sur ça, c'est une question non négociable. Quelles que soient les modalités. C'est-à-dire, quels que soient les arrangements internes au RHDP. Aucun arrangement interne au RHDP ne peut justifier ou ne peut enlever, entamer ou donner une légitimité quelconque à la disqualification de notre candidat. Nous irons aux élections. Nous gagnerons les élections. Ce n'est pas un souhait, c'est une promesse. Ce n'est pas un souhait, c'est une promesse. Nous irons aux élections. Nous gagnerons les élections. Ce n'est pas un souhait, c'est une promesse. La question est simple. Quelqu'un qui n'est pas candidat, quelqu'un qui n'est pas inscrit sur la liste électorale, il n'est même pas électeur. Comment cette personne peut compétir et gagner les élections si ce n'est qu'un coup d'État ou un coup de force? On revient encore à la même déclaration de Laurent Gbagbo qui a été répétée par Nadi Bamba, dont Ziki en a fait le relais. On écoute ici, très important.
Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut être plus clair que ce que le président Laurent Gbagbo vient de dire? Non. C'est un message clair et très très clair. Nous n'avons pas affaire au président de la CEI. Nous aurons affaire à Madame Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel. Ouais. Nous n'avons pas affaire au président de la CEI. Nous aurons affaire à Madame Chantal Camara, présidente de la CEI. Donc, la présidente de la CEI était déjà dans leur ligne de mire. Elle était déjà devenue leur cible. Comment il fallait la fragiliser, comment il fallait amener leurs militants à la révolte, afin de faire tomber le régime en place. Voilà, Laurent Gbagbo l'a dit ici, comment on devait préparer le désordre avant même la proclamation des candidats par le Conseil constitutionnel. Il a dit que ce n'est pas à la CEI qu'on va aller mener la bataille. C'était au Conseil constitutionnel. Donc cet acharnement du Conseil constitutionnel qui a été orchestré, organisé par Ziki, on avait déjà compris depuis la conférence de presse de Gbagbo et de Nadi Bamba, et dont Ziki maintenant vient jouer le sale rôle, qui provoque maintenant son arrestation. On écoute maintenant Ziki. Puisque nous, on a compris depuis longtemps. Je m'explique. Nous, on savait que ça allait arriver au Conseil constitutionnel. Voilà, il savait que ça allait arriver au Conseil constitutionnel. Ziki le savait. Il était préparé pour. Au Conseil constitutionnel, là, c'est une maman qui est là-bas. Ce n'est pas moi qui ai pris ces engagements-là. Et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridiques, politiques, économiques ou sociaux, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel. Et en plus de ça, je pense que vous devez vous souvenir de ces paroles-là. Vous devez vous rappeler des paroles de Nadi Bamba. On écoute, on se rappelle. Au président de la CEI, nous aurons affaire à Madame Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui déclare qui est éligible et qui ne l'est pas. Nous verrons comment elle va déclarer candidate une personne qui peut-être ne respectera pas la Constitution et non candidat, un monsieur dont le nom n'apparaît juste pas sur la liste électorale. Que Dieu nous épargne des Ponce Pilate. Chers amis, chers camarades, chères sœurs, restons sereins. Maintenant, les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les maquis. Tous les maquis, ça veut dire, ils ne prenaient pas les maquis en référence. Sous-entendu, tous les QG du PPACI. Sous-entendu, tous les QG du PPACI. Oui, Ziki? Tous les endroits de la Côte d'Ivoire. Tous les endroits où se trouvent les militants du PPACI, sous-entendu, soient bondés de monde. Sois avec ton maillot. Sois avec ton maillot. Ça veut dire, sois prêt. Sous-entendu, tous les endroits du PPACI, tous les QG du PPACI, que ce soit à Treichville, à Port-Boué, à Makori, à Yopougon, sois avec ton maillot. Ça veut dire, sois prêt. Sois prêt. Si je dis à Fasco, sors avec ton maillot, on va aller manger garba à Saint-Denis. Est-ce que je dis à Fasco d'aller prendre le maillot d'éléphant pour porter pour aller manger garba? Non. Je suis en train de dire à Fasco, après toi dans le jargon ivoirien, on s'en va manger garba à Saint-Denis. Sous-entendu, soyez prêts ce jour et c'est la finale. On écoute maintenant la fin de cette vidéo. C'est final, on s'en joue. C'est final, on s'en joue. Le jour où on déclare les candidatures. Vas-y.
Quand ils vont voir le diamant, quand ils vont voir le monde qui est assis dehors, qui est assis dans nos QG, un drapeau de Côte d'Ivoire, un maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors, projeter ça dans vos quartiers comme film. Projetez ça dans vos QG, dans vos secteurs, partout. On va voir s'il y a le droit. S'il y a le droit. Ou bien si on est dans Koumachama. Si on est en parler beaucoup. Alors, la vidéo de Ziki était claire. À partir déjà de la déclaration de M. Gbagbo, Nadiani Bamba, l'acharnement qu'on devait, la pression qu'on devait mettre sur la présidente du Conseil constitutionnel, tout était déjà compris. Donc, on voyait déjà que le premier coup qui avait déjà échoué, le 11 octobre, le premier coup qui avait déjà échoué pendant les déclarations de candidature, il fallait maintenant préparer le 11 octobre, où il devrait prendre les rues. Et Picasso nous l'a dit, comment il devait prendre les rues. Il a fait référence au Mali, au Burkina Faso, où il a dit, les peuples se libèrent à travers les mouvements de rue, et ces mouvements-là doivent arriver en Côte d'Ivoire. Et donc, il fallait empêcher tout attroupement de l'opposition afin d'échouer leur coup. Monsieur le ministre, puisque ils ont utilisé la stratégie de Djencha et que c'est vous qui êtes informé de cette stratégie que l'opposition a voulu utiliser à travers Guillaume Soro en 2025. Quelle était la stratégie de Djencha? S'il vous plaît, monsieur le ministre Touré Mamadou, on vous écoute. Toi et moi, on allait au Forum mondial des droits de l'homme à Nantes. Oh, la vidéo ne s'affiche pas. Affiche-toi la vidéo. Bon. En marge de ce forum, et vraiment c'est ma conclusion, en marge de ce forum, il y a des groupes de jeunes qui sont des jeunes activistes. Attendez, la vidéo doit s'afficher d'abord. Monsieur le ministre, je suis désolé. Il faut expliquer. Parce que ceux-là, on les parle, ils n'écoutent pas. Ils sont dans le commencement. Qui ont fait des révolutions en Géorgie. La vidéo, il faut t'afficher, il ne faut pas faire ça. Vidéo, affiche-toi. Il a affiché ça. Affiche-toi. Parce que là, on va voir si c'est Koumachama ou bien c'est Kouan. Allez, affiche-toi la vidéo. Attendez, la vidéo va s'afficher, hein, les gars. Attendez, je vais afficher la vidéo. Voilà, là c'est très important. Tout le monde va regarder le ministre Touré Mamadou. Ziki, tu t'es mis dans le pain, hein, c'est pas nous. Hein? Ah, Ziki, oh, ça va. Faut qu'on affiche la vidéo d'abord. C'est très important dans un live. Voilà. Oh, pourquoi il ne s'affiche pas? Merde. Ministre, qu'est-ce qu'il y a? Faut t'afficher, t'as peur ou bien? Pas avoir peur des militants du PPAC, il faut t'afficher. Faut t'afficher, il ne peut rien faire. C'est déjà bouclé, c'est géré. Voilà. Oh là 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 là. Il y a des droits de l'homme à Nantes. Est-ce que tu te rappelles? Attendez, je vais télécharger. En marge de ce forum, et vraiment c'est ma conclusion, en marge de ce forum, il y a des groupes de jeunes qui sont des jeunes activistes qui ont fait des révolutions en Géorgie, en Ukraine, etc., etc., est un forum où les gens viennent partager les expériences. Et là, j'ai eu contact avec certains de ces jeunes qui expliquaient un peu la lutte pacifique. Comment arriver à bout des pouvoirs dictatoriaux, mais de façon pacifique, non violente. Et ils m'ont remis de la documentation. Écoutez très bien ce que je dis. Et il y a un grand livre qui a servi de base à tous ceux qui ont fait les révolutions non violentes en Géorgie, en Ukraine, même dans les pays maghrébins. L'auteur s'appelle Jane Sharp. Si Guillaume Soro m'écoute, il va... Attendez, le ministre, qu'est-ce qu'il y a? Ta vidéo ne s'affiche pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que ça s'affiche. Voilà, ça y est là. On va tenter encore une autre fois. Voilà. Il faut que la vidéo s'affiche. Parce que ceux qui sont allés écouter Guillaume, et Guillaume les a tous trompés, il faut leur montrer encore
ce qui s'est passé. Très important. Voilà. J'espère que cette fois-ci, ça va s'afficher. Il faut que je montre le visage du ministre. Voilà. C'est affiché. Grande sœur. Voilà. C'est très bien. Merci beaucoup. On regarde ici le ministre Touré Mamadou et après je vous donne l'antenne. C'est parti. On écoute cette vidéo rapidement. C'est parti. Toi et moi, on allait au Forum mondial des droits de l'homme à Nantes. Est-ce que tu te rappelles? Bon. En marge de ce forum, et vraiment c'est ma conclusion, en marge de ce forum, il y a des groupes de jeunes qui sont des jeunes activistes qui ont fait des révolutions en Géorgie, en Ukraine, etc., etc. Et le Forum des droits de l'homme est un forum où les gens viennent partager des expériences. Et là, j'ai eu contact avec certains de ces jeunes qui expliquaient un peu la lutte pacifique. Comment arriver à bout des pouvoirs dictatoriaux, mais de façon pacifique, non violente. Et ils m'ont remis de la documentation. Écoutez très bien ce que je dis. Et il y a un grand livre qui a servi de base à tous ceux qui ont fait les révolutions non violentes en Géorgie, en Ukraine, même dans les pays maghrébins. L'auteur s'appelle Jane Sharp. Si Guillaume Soro m'écoute, ça va faire clic dans sa tête. Si Guillaume Soro m'écoute, ça va faire clic dans sa tête. L'auteur s'appelle Jane Sharp. Et le livre, c'est De la dictature à la démocratie. Jane Sharp est un pacifiste qui estime, lui, qu'on peut, par des méthodes pacifiques, sans violence, sans recours aux armes, mais de façon méthodique, préparer une désobéissance civile et une révolution pour venir à bout de tout pouvoir dictatorial. Je dis bien de façon pacifique, sans armes, sans violence. Ce livre-là, je l'ai acheté. J'ai pris plusieurs exemplaires. Alors, est-ce que vous avez compris? Guillaume Soro a pris le livre de Jane Sharp. Et Jane Sharp explique dans ce livre que de façon pacifique, on peut mener une révolution afin de faire tomber le régime en place. C'est ce qui nous rappelle des Ziki. Je répète encore, Touré Mamadou, on y va, monsieur le ministre. À tous ceux qui ont fait les révolutions non violentes en Géorgie, en Ukraine, même dans les pays maghrébins. L'auteur s'appelle Jane Sharp. Si Guillaume Soro m'écoute, ça va faire clic dans sa tête. L'auteur s'appelle Jane Sharp. Et le livre, c'est De la dictature à la démocratie. Jane Sharp est un pacifiste qui estime, lui, qu'on peut, par des méthodes pacifiques, sans violence, sans recours aux armes, mais de façon méthodique, préparer une désobéissance civile et une révolution pour venir à bout de tout pouvoir dictatorial. Point. Alors, Jane Sharp dit, par des méthodes pacifiques ou par des révolutions pacifiques, on peut faire tomber un régime. Et c'est ce que Ziki faisait. Je répète encore, si la maman de Ziki m'écoute, si les cyberactivistes de l'opposition et du PPACI m'écoutent, Ziki là, ils l'ont inscrit dans la stratégie de Jane Sharp. C'est-à-dire par des méthodes non violentes, on peut mener des révolutions afin de faire tomber un régime. Donc Ziki était pacifique. Et ses prises de position n'étaient pas violentes. Mais le résultat, c'était quoi? C'était de jeter le discrédit sur les institutions de la République afin de les faire couler de façon pacifique. Donc Ziki a été formé à travers ce livre. Et qui est derrière ce livre? C'est Guillaume Kibafori Soro. Ce qui veut dire que lorsque Guillaume Soro est en alliance avec le PPACI, mais il faut enseigner cette méthode d'une révolution pacifique
à ses activistes. Une révolution non violente à ses activistes. Et Ziki a été formé pour mener la communication de la révolution de façon pacifique, non violente. Merci beaucoup, monsieur le ministre.